Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Ce soir, je suis ravie de me retrouver auprès de vous afin de continuer la lecture des Paradis artificiels de Charles Baudelaire, paru en 1860. Il traite un petit peu des drogues et de poésie, donc le lien entre les drogues et les poètes. D'ailleurs, beaucoup de poètes ont utilisé des drogues afin de stimuler leur imagination. Nous comptons parmi eux Charles Baudelaire pour le hashish, donc absinthe, Théophile Gautier pour le hashish entre autres, Jean-Paul Sartre pour la mescaline, Arthur Rimbaud pour l'opium, Honoré de Balzac pour la caféine et donc Angèle Vigier pour la caféine également. Nous allons donc continuer la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc, nous passons au hashish. J'ai demandé au réalisateur de m'en amener un afin de me plonger dedans, mais il a refusé. C'est pas grave. Je suis naturellement... Allons-y. Depuis longtemps, nous entendions parler sans trop y croire des merveilleux effets produits par le hashish. Nous connaissions déjà les hallucinations que cause l'opium fumé, mais le hashish ne nous était connu que de nom. Quelques amis orientalistes nous avaient promis plusieurs fois de nous en faire goûter, mais soit difficulté de se procurer la précieuse pâte, soit toute autre raison, le projet n'avait pas encore été réalisé. Il l'a été enfin hier, et l'analyse de nos sensations remplacera le compte-rendu des pièces qu'on n'a pas jouées. De tout temps, les orientaux, à qui leur religion interdit l'usage du vin, ont cherché à satisfaire par diverses préparations ce besoin d'excitation intellectuelle commun à tous les peuples et que les nations de l'Occident contentent au moyen de spiritueux et de boissons fermentées. Le désir de l'idéal est si fort chez l'homme qu'il tâche autant qu'il est en lui de relâcher les liens qui retiennent l'âme au corps. Et comme l'extase n'est pas à la portée de toutes les natures, il boit de la gaieté. Il fume de l'oubli et mange de la folie, sous la forme du vin, du tabac et du hashish. Quel étrange problème. Un peu de liqueur rouge, une bouffée de fumée, une cuillerée d'une pâte verdâtre, et l'âme, cette essence impalpable, est modifiée à l'instant. Les gens graves font 1000 extravagances, les paroles jaillissent involontairement de la bouche des silencieux, Héraclite rit aux éclats et Démocrite pleure. Le hashish est un extrait de la fleur de chanvre, Cannabis indica, que l'on fait cuire avec du beurre, des pistaches, retenez bien la recette. Donc que l'on fait cuire avec du beurre, des pistaches, des amandes et du miel, de manière à former une espèce de confiture assez ressemblante à la pâte d'abricot et d'un goût qui n'est pas désagréable. C'était du hashish que faisait manger le vieux de la montagne aux exécuteurs des meurtres qu'il commandait. Et c'est de là que vient le mot assassin. Achachin, mangeur de hashish. C'est dangereux. Hein. La dose d'une cuillerée suffit aux gens qui n'ont pas l'habitude de ce régal de vrais croyants. L'on arrose le hashish de quelques petites tasses de café sans sucre à la manière arabe. Et puis l'on se met à table comme à l'ordinaire. Car l'esprit du chanvre n'agit qu'au bout de quelque temps. L'un de nos compagnons, le docteur 3 étoiles, qui a fait de longs voyages en Orient et qui est un déterminé mangeur de hashish, fut pris le premier en ayant absorbé une plus forte dose que nous. Il voyait des étoiles dans son assiette. Et le firmament au fond de la soupière. Puis il tourna le nez contre le mur, parlant tout seul, riant aux éclats,
les yeux illuminés, et dans une jubilation profonde, jusqu'à la fin du dîner, je me sentis parfaitement calme, bien que les prunelles de mon autre convive commençassent à scintiller étrangement et à devenir d'un bleu de turquoise tout à fait singulier. Le couvert enlevé, j'allais m'asseoir, ayant encore ma raison sur le divan, où je m'arrangeais entre des carreaux de Maroc, le plus commodément possible pour attendre l'extase. Au bout de quelques minutes, un engourdissement général m'envahit. Il me sembla que mon corps se dissolvait et devenait transparent. Je voyais très nettement dans ma poitrine le hashish que j'avais mangé sous la forme d'une émeraude, d'où s'échappaient des millions de petites étincelles. Perché le mec, hein. Les cils de mes yeux s'allongeaient indéfiniment, s'enroulant comme des fils d'or sur de petits rouets d'ivoire qui tournaient tout seuls avec une éblouissante rapidité. Autour de moi, c'étaient des ruissellements et des écroulements de pierreries de toutes couleurs, des arabesques, des ramages sans cesse renouvelés, que je saurais mieux comparer qu'au jeu du kaléidoscope. Je voyais encore mes camarades à certains instants, mais défigurés, moitié homme, moitié plante, avec des airs pensifs d'ibis, debout sur une patte d'autruche, battant des ailes, si étrange, que je me tordais de rire dans mon coin, et que pour m'associer à la bouffonnerie du spectacle, je me mis à lancer mes coussins en l'air, les rattrapant et les faisant tourner avec la dextérité d'un jongleur indien. L'un de ces messieurs m'adressa en italien un discours que le hashish, par sa toute-puissance, me transposa en espagnol. Les demandes et les réponses étaient presque raisonnables et roulaient sur des choses indifférentes, des nouvelles de théâtre ou de littérature. Le premier accès touchait à sa fin. Après quelques minutes, je me retrouvais avec tout mon sang-froid, sans mal de tête, sans aucun des symptômes qui accompagnent l'ivresse du vin, et fort étonnée de ce qui venait de se passer. Une demi-heure s'était à peine écoulée que je retombais sous l'empire du hashish. Cette fois, la vision fut plus compliquée et plus extraordinaire. Dans un air confusément lumineux, voltigé, avec un fourmillement perpétuel, des milliards de papillons dont les ailes bruissaient comme des éventails, de gigantesques fleurs au calice de cristal, d'énormes passeroses, des lys d'or et d'argent, montaient et s'épanouissaient autour de moi avec une crépitation pareille à celle des bouquets de feux d'artifice. Mon ouïe s'était prodigieusement développée. J'entendais le bruit des couleurs. Des sons verts, rouges, bleus, jaunes m'arrivaient par ondes parfaitement distinctes. Un verre renversé, un craquement de fauteuil, un mot prononcé bas, vibrait et retentissait en moi comme des roulements de tonnerre. Ma propre voix me semblait si forte que je n'osais parler. De peur de renverser les murailles ou de me faire éclater comme une bombe, plus de 500 pendules me chantaient l'heure de leur voix flûtée, cuivrée, argentine. Chaque objet effleuré rendait une note d'harmonica ou de harpe éolienne. Je nageais dans un océan de sonorités où flottaient comme des îlots de lumière quelques motifs de la Lucia ou du Barbier. Jamais béatitude pareille ne m'inonda de ces effluves. J'étais si fondu dans le vague, si absent de moi-même, si débarrassé du moi, cet odieux témoin qui vous accompagne partout, que j'ai compris pour la première fois quelle pouvait être l'existence des esprits élémentaires, des anges et des âmes séparés du corps. J'étais comme une éponge au milieu de la mer. À chaque minute, des flots de bonheur me traversaient, entrant et sortant par mes pores. Car j'étais devenue perméable, et jusqu'au moindre vaisseau capillaire, tout mon être s'injectait de la couleur du milieu fantastique où j'étais plongée. Les sons, les parfums,
La lumière m'arrivait par des multitudes de tuyaux minces comme des cheveux dans lesquels j'entendais siffler les courants magnétiques. À mon calcul, cet état dura environ 300 ans, car les sensations s'y succèdent, tellement nombreuses et pressées que l'appréciation réelle du temps était impossible. L'accès passé, je vis qu'il avait duré un quart d'heure. Ce qu'il y a de particulier dans l'ivresse du hashish, c'est qu'elle n'est pas continue. Elle vous prend et vous quitte, vous monte au ciel et vous remet sur terre sans transition. Comme dans la folie, on a des moments lucides. Un troisième accès, le dernier et le plus bizarre, termina ma soirée orientale. Dans celui-ci, ma vue se dédoubla. 2 images se réfléchissaient sur ma rétine et produisaient une symétrie complète. Mais bientôt, la pâte magique, tout à fait digérée, agissant avec plus de force sur mon cerveau, je devins complètement fou pendant 1 heure. Tous les songes pantagruéliques me passèrent par la fantaisie. Caprimulge, coquet-cigru, horizon bridé, licorne, griffon, cauchemar. Toute la ménagerie des rêves monstrueux trottait, sautillait, voltait, glapissait par la chambre. C'étaient des trompes qui finissaient en feuillage, des mains qui s'ouvraient en nageoires de poisson, des êtres hétéroclites avec des pieds de fauteuil pour jambes et des cadrans pour prunelles, des nez énormes qui dansaient la cachucha, montés sur des pattes de poulet. Moi-même, je me figurais que j'étais le perroquet de la reine de Saba, maîtresse de défunt Salomon. Et j'imitais de mon mieux la voix et les cris de cet honnête volatile. Les visions devinrent si baroques que le désir de les dessiner me priait, que je fis en moins de 5 minutes avec une vélocité incroyable sur des dos de lettres, sur des billets de garde, sur les premiers morceaux de papier qui me tombaient sous les mains, une quinzaine de croquis les plus extravagants du monde. L'un d'eux est le portrait du docteur, je ne sais pas, tel qu'il m'apparaissait, assis au piano, habillé en turc, un soleil dans le dos de sa veste. Les notes sont représentées, s'échappant du clavier sous forme de fusées et de spirales capricieuses, tire-bouchonnées. Un autre croquis portant cette légende, un animal de l'avenir, représente une locomotive vivante dans un coup de cygne terminé par une gueule de serpent, d'où jaillissent des flots de fumée, avec des pattes monstrueuses composées de roues et de poulies. Chaque paire de pattes est accompagnée d'une paire d'ailes et sur la queue de l'animal. On voit le mercure antique qui s'avoue vaincu malgré ses talonnières. Grâce au hashish, j'ai pu faire, d'après nature, le portrait d'un farfadet. Jusqu'à présent, je les entendais seulement geindre et se remuer la nuit dans mon vieux buffet. Mais voilà bien assez de folie pour raconter tout entière une hallucination de hashish. Il faudrait un gros volume et un simple feuilletoniste ne peut se permettre de recommencer l'apocalypse. Nous allons passer donc au club des hachishins qui a réellement existé d'ailleurs, et ce fut donc Théophile Gautier qui a créé ce club donc pour analyser un petit peu le hashish, pour analyser et comprendre, faire l'expérience de ces drogues. Voilà, une très bonne raison pour s'amuser avec ses potes, en fait, qui n'étaient autres que Baudelaire, Nerval et Dumas. Voilà tout. Donc nous allons passer au club des hachishins. L'hôtel Pimodan. Un soir de décembre, obéissant à une convocation mystérieuse, rédigée en termes énigmatiques, compris des affiliés, inintelligibles pour d'autres. J'arrivais dans un quartier lointain,
espèce d'oasis de solitude au milieu de Paris que le fleuve, en l'entourant de ses deux bras, semble défendre contre les empiètements de la civilisation. Car c'était dans une vieille maison de l'île Saint-Louis, l'hôtel Pimaudan, bâti par Lauzun, que le club bizarre dont je faisais partie, depuis peu, tenait ses séances mensuelles, où j'allais assister pour la première fois. Quoiqu'il fût à peine 6 heures, la nuit était noire. Un brouillard rendu plus épais encore par le voisinage de la Seine estompait tous les objets de sa ouate déchirés et troués, de loin en loin par les auréoles rougeâtres des lanternes et les filets de lumière échappés par des fenêtres éclairées. Le pavé inondé de pluie miroitait sous les réverbères comme une eau qui reflète une illumination, une bise âcre, chargée de particules glacées, vous fouettez la figure, et ces sifflements gutturaux faisaient le dessus d'une symphonie dont les flots gonflés, se brisant aux arches des ponts, formaient la basse. Il ne manquait à cette soirée aucune des rudes poésies de l'hiver. Il était difficile le long de ce quai désert, dans cette masse de bâtiments sombres, de distinguer la maison que je cherchais. Cependant, mon cocher, en se dressant sur son siège, parvint à lire sur une plaque de marbre le nom à moitié dédoré de l'ancien hôtel, lieu de réunion des adeptes. À la vôtre. Je vous rassure, c'est qu'un cappuccino. Donc nous en étions. Je soulevai le marteau sculpté, l'usage des sonnettes à boutons de cuivre n'ayant pas encore pénétré dans ces pays reculés. Et j'entendis plusieurs fois le cordon grincer sans succès. Enfin, cédant à une traction plus vigoureuse, le vieux pêne rouillé s'ouvrit. Et la porte, osée et massif, put tourner sur ses gonds. Derrière une vitre d'une transparence jaunâtre, apparut à mon entrée la tête d'une vieille portière ébauchée par le tremblement d'une chandelle. Un tableau de Scalken, tout à fait. La tête me fit une grimace singulière. Et un doigt maigre, s'allongeant hors de la loge, m'indiqua le chemin. Autant que je pouvais le distinguer à la pâle lueur qui tombe toujours, même du ciel le plus obscur, la cour que je traversais était entourée de bâtiments d'architecture ancienne et à pignons aigus. Je me sentais les pieds mouillés, comme si j'eusse marché dans une prairie, car l'interstice des pavés était rempli d'herbe. Les autres fenêtres, à carreaux, étroits de l'escalier, flamboyant sur la façade sombre, me servaient de guide et ne me permettaient pas de m'égarer. Le perron franchi, je me trouvais au bas d'un de ces immenses escaliers comme on les construisait du temps de Louis XIV et dans lesquels une maison moderne danserait à l'aise. Une chimère égyptienne dans le goût de Lebrun, chevauchée par un amour allongé ses pattes sur un piédestal et tenait une bougie dans ses griffes recourbées en bobèche. La pente des degrés était douce. Les repos et les paliers bien distribués attestaient le génie du vieil architecte et la vie grandiose des siècles écoulés. En montant cette rampe admirable vêtue de mon mince frât noir, je sentais que je faisais tâche dans l'ensemble et que j'usurpais un droit qui n'était pas le mien. L'escalier de service eût été assez bon pour moi. Des tableaux, la plupart sans cadre, copies des chefs-d'œuvre de l'école italienne et de l'école espagnole tapissaient les murs. Et tout en haut, dans l'ombre, se dessinait vaguement un grand plafond, mythologique, peint à fresque. J'arrivais à l'étage désigné. Un tambour de velours d'Utrecht, écrasé et miroité, dont les galons jaunis et les clous bossués racontaient les longs services, me fit reconnaître la porte. Je sonnai, l'on m'ouvrit, avec les précautions d'usage, et je me trouvai dans une grande salle
éclairé à son extrémité par quelques lampes. En entrant là, on faisait un pas de 2 siècles en arrière. Le temps qui passait vite semblait n'avoir pas coulé sur cette maison. Et comme une pendule qu'on a oublié de remonter, son aiguille marquait toujours la même date. Les murs boisés de menuiseries peintes en blanc étaient couverts à moitié de toiles rembrunies ayant le cachet de l'époque. Sur le poêle gigantesque se dressait une statue qu'on eût pu croire dérobée aux charmilles de Versailles. Au plafond arrondi en coupole se tordait une allégorie strapassée dans le goût de Lemoine, et qui était peut-être de lui. Je m'avançai vers la partie lumineuse de la salle où s'agitaient autour d'une table plusieurs formes humaines, et dès que la clarté, en m'atteignant, m'eut fait reconnaître un vigoureux hurrah ébranla les profondeurs sonores du vieil édifice. « C'est lui, c'est lui !» crièrent en même temps plusieurs voix. « Qu'on lui donne sa part !» Le docteur était debout près d'un buffet sur lequel se trouvait un plateau chargé de petites soucoupes de porcelaine du Japon. Un morceau de pâte ou confiture verdâtre, gros à peu près comme le pouce, était tiré par lui au moyen d'une spatule d'un vase de cristal et posé à côté d'une cuillère de vermeil sur chaque soucoupe. La figure du docteur rayonnait d'enthousiasme. Ses yeux étincelaient. Ses pommettes se pourpraient de rougeur. Les veines de ses tempes se dessinaient en saillies. Ses narines dilatées aspiraient l'air avec force. Ceci vous sera défalqué sur votre portion de paradis, me dit-il en me tendant la dose qui me revenait. Chacun ayant mangé sa part, l'on servit du café à la manière arabe, c'est-à-dire avec le marc et sans sucre. Puis l'on se mit à table. Cette interversion, dans les habitudes culinaires a sans doute surpris le lecteur. En effet, il n'est guère d'usage de prendre le café avant la soupe. Ce n'est en général qu'au dessert que se mangent les confitures. La chose, assurément, mérite explication. Petit 2. Le club des Hachichas. Parenthèse. Il existait jadis en Orient un ordre de sectaires redoutables commandé par un cheikh qui prenait le titre de vieux de la montagne ou prince des assassins. Ce vieux de la montagne était obéi sans réplique. Les assassins, ses sujets, marchaient avec un dévouement absolu à l'exécution de ses ordres, quels qu'ils fussent. Aucun danger ne les arrêtait, même la mort la plus certaine. Sur un signe de leur chef, ils se précipitaient du haut d'une tour. Ils allaient poignarder un souverain dans son palais au milieu de ses gardes. Par quel artifice le vieux de la montagne obtenait-il une abnégation si complète? Au moyen d'une drogue merveilleuse dont il possédait la recette et qui a la propriété de procurer des hallucinations éblouissantes. Ceux qui en avaient pris trouvaient au réveil de leur ivresse la vie réelle si triste et si décolorée qu'ils en faisaient avec joie le sacrifice pour entrer au paradis de leurs rêves. Car tout homme tué en accomplissant les ordres du cheikh allait au ciel de droit, ou s'il échappait, était admis de nouveau à jouir des félicités de la mystérieuse composition. Voilà, c'est ainsi que se termine donc cette deuxième lecture qui a pour titre donc le club des Hachichas. Cause every little thing's gotta be alright. Petit Jaja Live pour Bob Marley. Voilà, très belle nuit à vous. À tout bientôt.
Hashtag VBN.